Ah oui, les osismes. Au cas où vous vous le demandiez, les osismes étaient une tribu gauloise qui se situait en Bretagne, juste là, à l'époque connue sous le nom d'Armorique. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, l'Armorique est le lieu où se trouve le village d'Astérix dans les BD. C'est aussi avec Astérix que j'ai personnellement découvert le peuple des Gaulois pour la première fois. Bien que j'ai vite compris qu'Astérix n'avait jamais existé, j'étais fasciné quand j'ai appris que les Gaulois ont existé. Mais il ne faut pas oublier qu'Astérix est, avant tout, une bande dessinée, et non pas un livre d'histoire, et qu'en raison de cela, beaucoup d'éléments sur les Gaulois sont faux. Étant donné que nous, le public, avons tendance à voir un film historique et penser que c'était comme ça, beaucoup d'idées reçues ont circulé sur les Gaulois, et ce, bien avant l'Astérix. Et nous les Québécois, je pense que vous l'avez deviné avec mon accent s'il y a nos amis les Français qui regardent cette vidéo, eh bien, à l'école, nous n'avons pas de cours sur les Gaulois, et donc la majorité de nos idées sur ce peuple viennent des livres d'Astérix. Cela étant dit, enfilez vos braies, taillez vos moustaches, et assurez-vous de bien prendre votre ration de potions magiques, car nous allons explorer 4 mensonges des livres d'Astérix. On y va! Numéro 1. L'apparence. Quand vous ouvrez un livre d'Astérix, la première chose qui vous frappe à l'œil, c'est les dessins, bien entendu. Et les Gaulois ont une apparence frappante. Ils sont tous moustachus, ou presque, sauf de rares exceptions. Ils sont le plus souvent blonds ou roux, sont souvent coiffés d'un casque et ont un gros nez. Ceci est une vidéo sur les idées reçues dans Astérix, mais je voulais vous parler avant tout d'une chose un peu plus compliquée, je dirais, la fameuse moustache. Certains disent qu'elle a vraiment existé, d'autres non. Alors qui a raison dans tout cela? Après tout, si je vous demande de me dessiner un Gaulois, je suis sûr que vous commencerez tous avec la moustache. Et cette moustache aura fait couler beaucoup d'encre au fil du temps. Lorsque les Français redécouvrent les Gaulois à la fin du 18e siècle et au 19e siècle, avec le courant du romantisme en vigueur à l'époque, on décrit les Gaulois comme ceci à peu près. Tous les Gaulois sont grands, blonds ou roux, aux yeux bleus, musclés, chevelus et moustachus. À ceux qui n'étaient pas blonds naturels, les Gaulois étaient réputés pour essayer de les teindre en blond, ou du moins les pâlir le plus possible. Avec le temps et des découvertes archéologiques qui représentaient des Gaulois glabres aux cheveux courts, certaines voix vont s'élever pour affirmer que les Gaulois n'étaient pas moustachus du tout et que les traits que je vous ai décrits plus tôt proviennent de caricatures romaines et grecques pour montrer la barbarie des Gaulois. D'ailleurs, Diodore de Sicile, un grec qui est parti visiter la Gaule, avait écrit ceci à propos des Gaulois. Quelques-uns se rasent la barbe, d'autres la laissent croître modérément. Les nobles se maintiennent les joues nues, mais portent les moustaches longues et pendantes au point qu'elles leur couvrent la bouche. Qui dit vrai alors? Eh bien, première chose, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire que tous les Gaulois portent la moustache, ou dire tous les Gaulois étaient imberbes. Parce que l'un ou l'autre, tout dépendant de la morphologie, de la classe sociale, des moyens, de la région, etc., il y aura toujours des gens qui ne suivront pas le courant. Il y a certainement eu des Gaulois moustachus, barbus, imberbes, petits, grands, blonds, bruns, roux et plus encore. Ceci étant dit, selon mes recherches, la mode est qu'il faut en effet porter une bonne pilosité. En passant, les informations que je vais vous dire viennent surtout de ce livre-ci, sur les Gaulois. Je vous laisse le lien en description. Les pièces archéologiques qui représentent les Gaulois imberbes ont surtout été retrouvées, en fait, non loin de Marseille, appelée à l'époque Massalia et peuplée par des Grecs. Il serait alors logique que les Gaulois, qui vivaient non loin de Massalia, aient adopté certains aspects des Grecs, comme la mode, ce qui se voit sur leurs cheveux et leur visage. Pour ce qui est des monnaies, car si je vous montre cette pièce de monnaie qui représente Vercingétorix, elle est assez célèbre et on peut voir qu'il n'y a aucune pilosité. Je rappelle que les monnaies ont été diffusées en Méditerranée, surtout par les Grecs. Ce que l'on voit sur les pièces comme celle-ci, ce serait peut-être une stylisation du portrait pour ressembler davantage au canon grec. Cela étant dit, je veux vous montrer quelque chose. Vous voyez cela? Elle représente un Gaulois mourant. Bien que cette statue n'est qu'une copie romaine, sculptée des années plus tard, l'original a été sculpté par quelqu'un qui a vu des Gaulois. Pourquoi? Parce que la moustache comme cela et la coiffure est inconnue des Grecs. Celui qui a fait cela a donc dû voir de son vivant un Gaulois et étudier leurs caractéristiques. Surtout que cette statue a été sculptée en hommage à une victoire de Pergame contre les Galates, qui sont des Gaulois. Et les outils que ce Gaulois porte ont été retrouvés dans des tombes. L'archéologie le confirme. Et donc, je penche plutôt vers le fait que les Gaulois portaient effectivement une pilosité faciale. Mais comme j'ai dit plus tôt, évitons de tomber dans la généralité. Après tout, la Gaule est composée d'une multitude de tribus. Bien qu'ils partagent une langue commune, avec des dialectes différents bien sûr, et des dieux communs, ces tribus ont chacune leurs coutumes et leurs usages propres. D'ailleurs,
Un Gaulois ne se définit pas comme un Gaulois en premier lieu, mais comme un membre de sa tribu d'abord. Donc soit un Arverne, un Éduin, un Vénète, un Séquane, etc. Un peu comme les Grecs à l'époque qui s'identifiaient par leur cité avant tout. Et donc, à mon humble avis, vous pouvez toujours discuter de ceci dans les commentaires, je suis partisan du fait que les Gaulois portaient effectivement la moustache. Mais encore une fois, pas tout. Il faut pas généraliser. Petit rappel en passant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela permet de soutenir mon travail et d'un jour, au fur et à mesure que je grandis, d'offrir des vidéos de meilleure qualité. Parce que oui, je le sais, mon équipement est un peu cheap, je dirais. Mais plus je grandis, plus ça me rapproche un jour d'être en mesure de me procurer un meilleur équipement. Merci. Si on parle d'un autre aspect de l'apparence des Gaulois dans Astérix, un autre élément qu'ils portent beaucoup est le casque. Peut-être pour se protéger du ciel qui va leur tomber sur la tête, me direz-vous. Eh bien, pour ce qui est du port du casque, cela dépend des périodes. Un casque est un article assez cher à l'époque. Les pauvres ne peuvent donc pas avoir de casque. En revanche, les nobles en possèdent et ces casques sont d'une grande élégance. Lors de la guerre des Gaules, et avec l'essor d'une classe moyenne des années auparavant, plus de Gaulois pourront s'offrir un casque, plus simple en apparence, mais tout aussi efficace. Certaines cités gauloises assez riches peuvent même équiper leurs concitoyens de casques lors d'une guerre. En passant, les casques gaulois sont tellement de bonne facture que ce sont ces casques qui serviront de modèle de casque à l'armée romaine. Comme vous pouvez voir sur ces images, les casques gaulois sont assez similaires aux casques romains. Bien que sur certains casques, comme celui-ci retrouvé en Bretagne, on peut voir qu'il possède des cornes, les ailes sur les casques, eux, c'est une autre histoire. Pour l'anecdote, c'est simplement en raison d'une marque de bâton Popeye pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire, que le dessinateur Uderzo mettra des plumes sur le casque d'Astérix. Enfin, pour ce qui est du nez, dois-je vraiment vous dire que c'est juste un dessin caricatural qui n'a rien à voir avec quelque forme de réalisme? Vous avez un nez... un nez... très grand. Numéro 2. Les dignitaires. Outre les fermiers, les marchands de produits à la fraîcheur douteuse et les artisans de bonne humeur, le village d'Astérix comporte 3 membres de classe privilégiés que j'ai choisi d'appeler, pour simplifier les choses, les dignitaires. Elle se compose de Panoramix, le druide, Assurancetorix, le barde, ainsi qu'Abraracoursix, le chef. Et chacun a une caractéristique qui les démarque des autres. Le druide fait de la magie et est sage, le barde chante faux et personne ne le respecte, tandis que le chef se fait transporter sur un bouclier, mais tombe sans cesse. Pour ce qui est du druide, je n'ai pas grand chose à dire. Si je veux présenter les druides en détail, cela me prendrait une vidéo entière. Peut-être un jour, qui sait. Il faut simplement savoir que c'était à la fois des prêtres de la religion celte, des arbitres, des philosophes, des érudits et beaucoup d'autres fonctions intellectuelles. Petite anecdote en passant sur les druides, il arrivait parfois, c'est un peu moins drôle, que les druides procédaient à des sacrifices humains. Bien qu'ils cueillaient le gui et soignaient les blessés avec des herbes médicinales entre autres, pas de potions magiques. Logiquement. À noter que le druide parle avant le roi d'une tribu et qu'ils peuvent aussi se battre. Ils sont donc très respectés. Pour ce qui est du barde, par contre, j'ai plus de choses à dire. Je crois qu'Assurancetorix aimerait être dans la réalité. En effet, les bardes dans la société gauloise et celtique en général font aussi partie de la classe supérieure, presque autant que les druides. J'ai même lu qu'ils feraient partie des druides en fait. Ils sont fonctionnaires, seuls lettrés de la tribu, et non seulement ils chantent pour le chef ou le roi, mais ils sont poètes, enseignants, historiens, et établissent la généalogie des rois. Le chant, la musique et la poésie a un caractère sacré pour les Gaulois. Les chants du barde sont donc liés au divin. Après ça, tu m'étonnes qu'Assurancetorix fasse tomber la pluie. Pour leur service rendu, ils sont les protégés du roi ou du chef qui n'hésitent pas à les récompenser pour leur service, avec de l'or par exemple, et ont donc une place de choix dans la tribu. Et ils sont très respectés, et dans la hiérarchie sociale, ils sont plus hauts que les simples producteurs. Donc désolé cet automatisme, mais tu ne pourrais jamais frapper le barde s'il chante faux. Désolé, il va falloir endurer. Pour ce qui est du chef de tribu, celui-ci est à la fois un chef de guerre qui monte au combat avec ses hommes, ainsi que chargé de gouverner sa tribu. S'il veut rester sur le trône, il doit être courageux, fort et autoritaire. Tout le contraire d'Abraracoursix d'ailleurs. Ah oui, parce que dans les livres, il se fait marcher dessus. Par contre, on peut lui donner qu'il va au combat avec ses hommes. D'ailleurs, quand vous pensez à lui, je suis sûr que vous le voyez sur son bouclier avec ses 2 porteurs. Eh bien, ceci est un anachronisme. Ce sont les Francs qui vont faire ceci. Et à ceux qui ne savent pas qui sont les Francs étaient un peuple germanique à l'origine du changement du nom de la Gaule pour la France, et qui avaient coutume de mener leur chef sur des boucliers, des centaines d'années après les Gaulois. Donc logiquement, Abraracoursix devrait marcher, ou monter à cheval au moins. Ça ferait souffler un peu ses porteurs. Numéro 3. La bataille. Lorsque les Gaulois vont au combat dans Astérix,
Leur science du combat très sophistiquée et d'une efficacité redoutable. Ceux-ci sont dépeints comme fonçant dans le tas, sans coordination, parfois sans même savoir pourquoi ils se battent face à des Romains à la formation complexe mais inefficace. Et cette charge d'ailleurs ne s'applique pas seulement aux Gaulois, mais à pas mal tous les films où une scène de combat a lieu. Oh pitié, arrêtez de faire ça, c'est complètement stupide. Il va sans dire que c'est faux, et que les Gaulois, bien qu'ils étaient un peuple guerrier et belliqueux, n'étaient pas de simples barbares et avaient tout de même une science du combat. Lors de la période qu'on appelle civilisation de la Hallstatt, lorsque les combats étaient plus une affaire de duel entre deux champions, oui, les Gaulois pouvaient effectivement charger n'importe comment et étaient très indisciplinés. À noter aussi que certains Gaulois partaient même au combat entièrement nus, comptant sur la protection des dieux comme seule armure. Personnellement, je serais plutôt intimidé par cela, et en plus, c'était le but. Néanmoins, avec le nombre plus grand de combattants au fil du temps, ainsi que le contact des Celtes avec les Étrusques, les Grecs et les Romains, adeptes de la phalange, sorte de mur de bouclier, les Gaulois vont adopter de plus en plus cette même phalange. Ils vont adopter un équipement de plus en plus lourd. D'ailleurs, Jules César lui-même... Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Caesar ou César? Non, bah César. écrivait que les Helvètes, une tribu installée en Suisse au début de la guerre des Gaules, se battaient en phalange. Les seuls endroits où des Celtes vont peut-être garder une forme de combat plus archaïque, ce sont les Bretons, qui en raison de leur isolement, vont garder plus longtemps leur tradition et leur savoir-faire. Alors bien que les troupes gaulois seront toujours moins bien organisées et disciplinées que leurs opposants méditerranéens au sud, ils n'étaient pas idiots, parce que si vous foncez dans un mur de bouclier bien fait, ça risque de piquer un petit peu. Ils avaient des formations, des ordres, des officiers, des tactiques et des formes de combat. Leur férocité devait compenser un peu leur manque de discipline. Numéro 4. Les sangliers. Quand on lit Astérix, on constate que le repas préféré d'Obélix, ainsi que la plupart des Gaulois, est le sanglier. Ils en mangent tellement souvent dans les bandes dessinées que je suis surpris que l'espèce ne soit pas encore éteinte. Mais qu'en est-il de la réalité? Est-ce que les Gaulois mangeaient réellement beaucoup de sangliers? Eh bien non, on ne mange que rarement le sanglier. La chasse est surtout une affaire de nobles, qui pouvait servir d'entraînement pour les guerriers. Pour la classe populaire, qui sont surtout des fermiers, on préfère le porc, plus facile à élever, disponible en plus grande quantité et au goût assez similaire au sanglier d'ailleurs. Ils mangeaient aussi toutes sortes de viandes, poulet, chien, bœuf, chien. Et oui, malheureusement pour Idéfix, il aurait très bien pu passer à la casserole, parce qu'on apprécie beaucoup le chien en ragoût et qu'on aime aussi sa fourrure. On mange aussi surtout des céréales, des légumineuses et toutes sortes de produits de la ferme. Les banquets, qui servent à clôturer chaque album d'Astérix, sont en fait très rares. On ne se mélange pas entre classes sociales, le dégoût des pauvres ça date pas d'hier. Et lorsqu'un banquet est disponible pour la population, c'est souvent l'affaire d'un chef qui cherche à attirer les faveurs de la foule. On a par exemple l'histoire de Luerne, au 2e siècle avant notre ère, lors d'une campagne électorale dans la tribu des Arvernes, qui offrira un banquet qui s'étirera pendant des jours pour la population, dans l'espoir que ses compatriotes l'élisent. Mais ce type d'événement est plutôt rare, et quand on festoie avec les gens de sa classe sociale. Les Gaulois aiment aussi la cervoise, mais ils raffolent encore plus du vin qu'ils achètent à grand prix et qu'ils consomment pur. Oui, pour les Romains et les Grecs, c'est très scandaleux de boire son vin sans eau. Farpètement, petit bonus, la forêt et les noms en X. Vous souvenez-vous de cette phrase dans le film Astérix et les 12 travaux? En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule était couverte de forêts impénétrables où régnait un silence majestueux. Eh bien c'est faux, la Gaule est à l'époque assez travaillée, il y a beaucoup de champs. Non, pas de ces champs-là, dégage sur Astérix. Et il paraîtrait même que selon les dernières études dans le nord de la France, que les forêts à l'époque gauloise étaient moins nombreuses que la forêt d'aujourd'hui. Enfin, vous remarquerez que les Gaulois ont souvent le nom qui finit en X dans les livres d'Astérix. Eh bien en fait, leurs noms finissent souvent en os, plutôt. Le nom X a été choisi basé sur le nom de Vercingétorix. Et il faut savoir que Rix, à la fin, signifie roi dans la langue des Gaulois. Ce qui marche plutôt bien pour Vercingétorix, qui était effectivement un roi. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez liker, vous abonner et partager la vidéo, ça m'aide beaucoup à grandir la chaîne. Et rappelez-vous, si vous avez une moustache ou de la barbe, cela ne fait pas de vous un barbare ou un malpropre.